Bonjour, bienvenue au premier cours du cours Lancement d'une entreprise. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler du plan d'affaires en tant que tel. Donc, je vous présente le PowerPoint. Donc, de quoi on va parler? Du plan d'affaires. Et il faut regarder les éléments essentiels pour lancer son projet d'affaires. Donc, avant de parler de rédiger un plan d'affaires qui est un document, il faut penser, focuser sur son projet d'affaires pour pouvoir se lancer en affaires. Première chose que vous devez regarder, c'est savoir bien outiller les outils, les ressources et les programmes disponibles. Donc, les outils, ce sont les outils informatiques, Excel, Word, qui est très simple. Les ressources, ce sont, entre autres, le cours que vous êtes en train de prendre, qu'on va prendre à l'automne 2020, et les programmes disponibles qui vont être offerts au fur et à mesure qu'on va avancer dans le cours. Ce qui est important également, c'est de comprendre que partir en affaires, ce n'est pas juste à la maison tranquille, c'est aussi savoir s'entourer des services spécialisés en entrepreneuriat. Donc, il y en a des services spécialisés en entrepreneuriat à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il s'agit de les connaître, de les utiliser et d'échanger avec des gens de votre milieu pour développer son réseau d'affaires à travers la région. Il faut aussi apprendre à utiliser de la bonne façon son réseau et ses amis. Donc, vous avez développé déjà votre réseau sur les médias sociaux et il faut emmener maintenant le développement de réseaux sociaux avec un développement de réseau entrepreneurial qui est différent des éléments personnels. Donc, vous allez avoir un compte Facebook personnel et un compte probablement Facebook entreprise. La même chose avec les amis. Donc, vous allez côtoyer vos amis. Il faut bien les utiliser pour être en mesure de questionner ce que vous êtes en train de faire pour mieux communiquer avec les gens. Donc, utilisez vos amis personnels pour vous challenger sur vos propres idées. Aussi, quand on parle d'outils, il faut choisir le bon document. Donc, je vais en parler dans un prochain atelier, un quiz sur le plan d'affaires que je vais vous présenter. Dans le quiz, je parle de la différence entre un plan d'expansion, un plan stratégique, un plan de redressement et un plan d'affaires. Donc, très, très différent d'un à l'autre. Donc, il y en a d'autres, il y a le diagnostic, il y a le plan à l'exportation, etc. Il y en a plusieurs, mais il faut bien les choisir. Dans votre cas, vu que vous êtes en démarrage, il faut utiliser le plan d'affaires. Donc, comme je vous dis, je vais vous montrer des quiz sur le plan d'affaires. Et ce que j'explique dans ces petits quiz-là de moins de 3 minutes, ce que j'explique, ce sont les éléments entourant le plan d'affaires, la nécessité de passer par un plan d'affaires quand vous démarrez, parce que le plan d'affaires couvre tous les 5 fonctions qu'on va voir dans le cours, tous les 5 fonctions d'entreprise. Donc, tous les champs, tous les éléments nécessaires à se partir en affaires et qui couvrent une entreprise sont vus à l'intérieur du plan d'affaires. En plus, à l'intérieur du plan d'affaires, on développe une analyse de marché pour avoir un segment de clientèle. Donc, de trouver notre segment de clientèle bien important pour votre travail de développement de nouveaux marchés. Petite chose que je veux vous laisser, il faut comprendre que quel que soit le plan que vous utilisez, il faut avoir la capacité de s'adapter rapidement et avancer en apprenant constamment. Petit conseil, qu'il faut toujours se remettre en question, il faut toujours voir votre plan et avoir la capacité de s'adapter aux environnements qui se présentent à vous. Donc, je vous laisse ces petits mots-là pour réfléchir à votre projet. Le défi est de sortir de la boîte. Vous savez, les expressions upside of the box, c'est qu'il faut sortir de la boîte. Donc, des fois, on voit des choses sur les réseaux sociaux ou des façons de faire.
mais il faut arriver avec une nouvelle idée, une nouvelle façon de le communiquer aussi, mais il faut sortir de la boîte. Donc, il faut enlever de ces carcans, de notre carcan, et de voir comment on peut communiquer de façon différente pour attirer l'attention et attirer l'attention de la bonne façon. Aussi, de ne pas avoir peur de l'échec, avoir le courage d'échouer. Je vous le dis, des fois, on passe un message sur Facebook, oups, on n'a pas le bon vidéo, on n'a pas le bon message, je suis allé trop vite. Ben là, il faut l'enlever, il faut le supprimer. Vous allez en avoir ça. Vous allez en avoir des éléments qui disent, mais moi, je veux avoir Sage 50, qui est un logiciel de comptabilité, ou QuickBook, peu importe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, vous dites, ah, regardons ça, je suis 2 mois en retard, 3 mois en retard. Donc, il ne faut pas nécessairement prendre ça comme un échec, mais il faut prendre ça comme une expérience. Donc, il ne faut pas penser que parce que vous êtes en retard au niveau de votre entrée comptable, que nécessairement le projet n'est pas bon. Donc, de ne pas avoir peur de l'échec, c'est important. Il faut aussi rêver grand. Donc, essayez d'avoir la vision de ce que vous voulez devenir, que votre entreprise veut obtenir, veut avoir comme objectif dans 2 ou 3 ans. Donc, il faut rêver grand. Et quand on rêve grand, on est en mesure de dire comment je dois me comporter si j'étais là. Donc, il faut se comporter tout de suite, aujourd'hui même, en disant j'ai une entreprise, puis là, vous mettez avec tout votre honneur en avant, même si votre entreprise a 1 mois. Donc, on va en parler dans le cours qu'il faut avoir cette idée-là de paraître une bonne entreprise, grosse entreprise, même si vous êtes dans vos premières ventes. Rêver sans objectif est juste un rêve, mais il faut rêver avec des objectifs. Comme je vous dis, vous allez avoir la vision, vous allez avoir des objectifs, on va s'en mettre dans le cours, des objectifs à court, moyen, long terme. Vous allez en avoir plusieurs objectifs, mais il faut atteindre cet objectif-là dans un laps de temps que vous allez vous mettre à vous-même. Ne pas regarder en arrière, mais constamment vers l'avant. Donc, quand il arrive quelque chose, il ne faut pas regarder ce qu'on aurait pu faire, mais c'est on doit regarder ce qu'on peut faire. Donc, ne pas regarder en arrière, regarder vers l'avant constamment. Chacun de nos échecs est une nouvelle expérience. Donc, quand vous avez un échec, c'est une expérience que vous devez constater pour dire, mais je ne la ferai plus, l'erreur. Tout autour du cours, pour ceux qui ont entendu parler de la façon que je donne le cours, moi, je vais vous exposer les problématiques que j'ai fait face lorsque j'ai démarré mon entreprise. Et puis, au fur et à mesure, je vais vous le dire, moi, j'ai fait telle erreur, etc., pour vous mettre à l'aise là-dessus, pour dire que c'est normal de faire des erreurs. C'est normal parce qu'on ne peut pas tout connaître et c'est possible d'aller chercher de l'aide pour des gens, par des gens qui vont vous aider dans votre démarche. Se préparer à tout remettre en question. Des fois, on dit non, non, ça ne marche plus, c'est quelque chose que je n'aurais pas dû, je remets en question et j'enlève tout ça pour pouvoir partir d'une autre façon. Donc, la persévérance est le fer de lance d'un entrepreneur. Donc, il faut être persévérant, déterminé pour avancer dans votre projet d'affaires. Donc, je vais vous présenter dans un prochain vidéo un discours de motivation de Denzel Washington. Donc, je vais vous présenter ça dans une prochaine conférence prochaine. Plan d'affaires, je reviens là-dessus. Le plan d'affaires reste le meilleur document et le plus complet pour s'assurer de couvrir tous les volets pour démarrer un projet d'affaires. Donc, c'est pour ça que je vous parle du plan d'affaires. C'est celui le plus complet pour démarrer votre entreprise. Donc, c'est toujours bon pour une entreprise en démarrage. Les autres documents, comme le plan d'expansion, le plan stratégique ou le plan de redressement, sont utiles pour les entreprises existantes. Donc, c'est possible dans le cours que les gens qui sont déjà en affaires, qu'on fasse plutôt un plan d'expansion ou un plan de positionnement. Donc, les anciens participants qui ont participé au cours
qui avaient déjà leur entreprise n'étaient pas nécessairement obligés de faire un plan d'affaires, mais on faisait un plan de positionnement ou un plan de commercialisation qui était aussi bon. Donc, il faut venir me voir pour que je puisse vous expliquer comment on va fonctionner dans la mesure que vous faites plutôt un plan stratégique ou un plan de positionnement. Le plan d'affaires, c'est comme un plan de vol d'un avion. Donc, quand vous démarrez, vous avez votre plan de vol, le commandant de l'avion a un plan de vol. Donc, c'est un plan de projet de lancement. Donc, on a un plan de projet, quelle est la température qu'il va avoir au fur et à mesure des pays qu'on va traverser ou l'océan. Quand votre plan de vol est lancé, quand l'avion est lancé, c'est-à-dire le plan de vol, combien vous avez de passagers, etc., après ça, on n'y touche plus. Mais nous ne devons pas le modifier en tout moment. Donc, on ne modifie pas notre plan d'affaires quand on est lancé, mais plutôt nous ajuster en cours de route selon les expériences ou les intempéries. Donc, quand vous avez rédigé votre plan d'affaires, 3 semaines après, un mois, vous ne remettez pas votre plan d'affaires à jour. OK? Vous êtes en mode continu pour une période d'au moins 2 ans. Donc, revisez pas votre plan d'affaires à tous les mois. Donc, vous êtes en mode perpétuel changement en fonction de ce qui va se présenter à vous. Pour un avion, c'est les expériences et les intempéries. Pour vous, ce sont les opportunités qui se présentent à vous, les opportunités, les échecs et les éléments qui font face à votre projet. Donc, le plan d'affaires est le propre projet de son propriétaire, ce qui lui permet de valider les objectifs et le temps pour y arriver. Donc, vous donnez des objectifs, mettons, de faire une publication à tous les mois dans LinkedIn. Bien, vous savez, ces objectifs que vous allez vous donner, il ne faut pas dire, ah, écoute, je ne suis pas arrivé à faire ça, je ne suis pas bon, je ne suis pas bon, je ne suis pas bon. Dites-vous que quand on arrive avec les expériences ou les intempéries, ou une situation qui arrive compromettante en cours de route, souvent, c'est le facteur temps qui change. Donc, maintenez votre objectif, mais soyez conscient que le temps pour y arriver peut varier d'un projet à l'autre. Donc, il ne faut pas trop être sévère avec vous, mais comprendre que ce temps-là, c'est vous qui l'ajustez en fonction de votre réalité personnelle. Donc, la structure du plan d'affaires, vous avez le plan d'affaires qui est l'idée de base, la vision, la clientèle, la stratégie, la part de marché, la viabilité au niveau financier, les finances et le statut légal. Donc, la première section qui est à compléter, section 1, c'est la description du projet. À l'intérieur de la section 1, on a l'origine de l'idée d'affaires. On a la mission, vision, valeur que vous avez sûrement déjà entendu parler. On a les objectifs du projet et les aspects juridiques et légaux. Dans la description du projet, votre interlocuteur cherchera à comprendre la base de votre projet. Donc, vous devez donc lui exposer brièvement la provenance de l'idée à l'origine de votre entreprise. Donc, où est démarrée votre idée? Comment vous êtes venu à réfléchir à ce genre de projet? Donc, description du projet, c'est vous partez d'une origine de projet qui peut être très loin dans le passé. Exemple, ben, moi, mon père était en affaires. Vous dites que votre père était en affaires. Il est parti de boulangerie que vous aviez 15, 16, 17 ans. Vous l'avez vu aller. C'est quelque chose qui vous a passionné, etc. Donc, c'est des choses que vous devez exposer dans la description du projet. Où est l'origine de votre idée? Qu'est-ce que vous emmenez à aller jusque-là? Donc, il faut déterminer dans la description du projet en quoi consiste votre projet. Donc, beaucoup de monde expose leur projet à des gens, ce qu'on va voir demain. Les gens vont exposer le projet, mais la personne à côté de vous n'a peut-être rien compris. Donc, en quoi consiste votre projet? Il s'agit au moins de l'écrire pour que ça soit le plus clair possible pour votre lecteur. Où il sera localisé? Donc, où il va être localisé, où va être votre marché primaire, ça veut dire le marché primaire où vous allez vous installer. C'est important de le dire où
vous allez être localisé ou vous allez faire vos premières démarches de commercialisation. L'environnement physique et d'affaires qui doivent être cohérents avec votre projet d'entreprise. Donc, l'environnement physique d'affaires, donc il faut que ça soit cohérent avec votre environnement. Un élément que souvent les gens oublient dans la description du projet, c'est le nombre d'emplois qui seront créés par votre entreprise. Donc, ça m'arrive souvent de voir des clients qui n'exposent pas dès le début qu'il va y avoir 3, 4, 5 emplois créés pour mon entreprise. Exemple comme la restauration. Si dans la restauration, vous avez 50 places ou un 10 places ou un 20 places, ce n'est pas le nombre, c'est pas le même nombre pour une entreprise ou pour une autre, 50 places ou 20 places. Et c'est important d'énumérer dès le début combien d'emplois vous allez créer. Ça, c'est important, ça influence les aides financières, ça influence les prêts gouvernementaux ou les prêts d'institutions financières. Donc, le nombre d'emplois, c'est ce que vous générez comme valeur ajoutée pour l'économie. C'est quelque chose d'important à le dire. Donc, section 1, description du projet, origine de l'idée d'affaires, pas plus qu'une page et demi maximum. Donc, une page et demie maximum pour l'origine de l'idée d'affaires. Ça peut être plus bas que ça, là. Ça peut être moins que ça. Dans le cas de la mission, vision, valeur, vous avez, idéalement, c'est une phrase. OK? C'est difficile de travailler sur une phrase. Donc, je vous dis, pour le moment, c'est 3 maximum. Donc, après 3 phrases, vous dites, la mission, j'en ai assez parlé. Dites-vous une chose, pour le moment, votre plan d'affaires, vous devez le rédiger comme rapidement. Je l'ai dit souvent que les retards amènent un relâchement. Mission, écrivez spontanément. Écrivez votre mission spontanément, comme un brouillon, comme une feuille de notes, pour y revenir après. Ça, c'est normal. Donc, un plan d'affaires, c'est comme un tourbillon que je vais exposer demain, vous allez voir. C'est quelque chose que vous créez au fur et à mesure, puis c'est normal de revenir sur votre mission après 1 mois, 2 mois de travail sur votre projet. C'est normal. La vision, c'est l'objectif organisationnel à court et moyen terme. Donc, c'est votre objectif organisationnel. Les valeurs, c'est l'environnement, le sociétal, l'aide au prochain, etc. Donc, dites-vous que la vision, c'est la tête. Donc, c'est vraiment un élément de que je veux que mon entreprise fasse 1 demi-million de chiffre d'affaires. Je veux que mon entreprise fasse 200 000 de chiffre d'affaires dans 2 ans. Donc, la vision, c'est quelque chose de la tête. Les valeurs, c'est le cœur. Donc, c'est plus, moi, j'aimerais aider mon prochain, j'aimerais telle chose. Donc, vision, c'est la tête. Les valeurs, ce sont le cœur. Donc, les valeurs de société, de vouloir laisser au prochain, c'est quelque chose au niveau des valeurs. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est très long. Donc, vous devez comprendre que mission, vision, valeur, en principe, ça s'écrit sur un post-it. OK? Donc, si vous dites, moi, ça me prend une page parce que j'ai trop à dire, il y a des éléments au niveau vision, valeur qui ne sont pas à écrire. Donc, ce sont des éléments qu'il faut marquer dans des post-it. Donc, il ne faut pas que ça soit long. Donc, dans l'objectif de l'entreprise, doit être fait à la fin de la rédaction. Donc, les objectifs qu'on appelle les objectifs quantitatifs et qualitatifs, moi, je vous recommande d'écrire ces objectifs-là seulement quand vous avez presque fini. L'avantage de l'écrire quand vous avez presque fini, ça va être plus facile pour vous d'écrire vos objectifs lorsque vous allez passer à travers votre plan d'affaires au complet. Et comme exemple, je vais vous donner un bon exemple. Dans la commercialisation, vous dites, mais moi, je vais avoir un site web, je vais avoir une page Facebook, je vais passer tel message, etc. Donc, des objectifs en disant, moi, d'ici 3 mois, je vais avoir un site web, bien, vous allez être capable de l'élaborer dans un plan d'action commerciale et de savoir plus précisément, lorsque vous avez passé à travers votre plan de commercialisation, votre plan de production, quand est-ce que vous allez commencer à faire vos ventes. Donc, plus facile. Donc, vous pouvez laisser cette section-là au début de côté
Et on va y revenir un peu plus tard au mois de novembre. Les aspects juridiques et légaux, une simple énumération avec des délais d'attente pour les permis de construction environnementaux. Ce que je veux dire, c'est que cette section-là, elle est très, très courte. Moi, j'énumère les aspects légaux, je fais une ligne. 2 lignes gros maximum. Je dis que l'entreprise allait choisir telle forme juridique, une société en nom collectif, et j'énumère les éléments avantageux pour la société en nom collectif ou une entreprise incorporée. Si vous avez des permis de construction, il faut exposer vos permis, c'est-à-dire les démarches que vous allez obtenir, de les demander pour avoir vos permis de construction. Et c'est important d'énumérer les délais d'attente pour avoir vos éléments d'installation ou de construction. Exemple, si vous démarrez une usine, vous devez démarrer une entreprise de production, vous devez avoir une construction d'une usine, c'est important d'avoir des inspections environnementales pour l'étude des sols. Bien là, il y a des délais là-dessus. Donc, si vous démarrez avec une entreprise manufacturière et vous avez une construction à faire, bien, il y a les délais qui s'ensuivent et des exposés, les délais par rapport au permis qui vont vous être livrés au fur et à mesure du début de votre projet. Donc, quand on parle des aspects légaux, bien, on parle de la documentation applicable à la réglementation, les permis et certificats, la réglementation, la loi. Donc, c'est important de voir qu'on en a, qu'on fait face à ça. Mais ce n'est pas tous les projets. Là, je vous expose un projet manufacturier où vous avez un permis d'une usine vous devez construire une usine. Ce n'est pas tout le monde dans le cours qui aurait ça. Mais quand vous construisez une usine, il y en a des permis, il faut les connaître pour être en mesure d'être crédible auprès de votre institution financière, auprès des gens qui vont lire votre plan d'affaires. Donc, c'est probablement l'exemple qui en a le plus, mais vous, si vous êtes travailleur autonome, bien, vous n'avez peut-être pas besoin d'aucun permis pour opérer, là. Mais sachez qu'on va passer à travers les lois et réglementations municipaux et à Saint-Jean-sur-Richelieu, si vous recevez des gens chez vous, même si vous êtes travailleur autonome, ça va prendre un permis. Vous allez voir plus tard dans le processus, quand la personne de la ville de Saint-Jean va venir, il va vous en parler. La section 2 du plan d'affaires, c'est propriété et direction d'entreprise. Donc, il faut se présenter. Donc, présentation du promoteur ou de l'équipe, ça c'est important. Vous êtes qui? Est-ce que vous êtes une personne multi-compétences, comme la vidéo, comme la petite image l'expose? Est-ce que vous êtes une personne multi-compétence et vous faites la comptabilité, vous faites la commercialisation, vous faites vos messages vous-même sur Facebook, vous faites vos messages vous-même sur LinkedIn? Est-ce que vous êtes une personne multitâche et en quoi vous avez les capacités de faire ce multitâche-là? Donc, il faut l'exposer. Donc, si vous aviez, à l'âge de 20 ans, 22 ans, déjà fait un peu de comptabilité pour votre père, parce que votre père avait une entreprise, il faut exposer ces compétences-là que vous avez acquises à l'âge de 20 ans. Vous êtes capable de les reproduire. Donc, les compétences, ce n'est pas quelque chose une date de fin. Il n'y a pas une date une date de fin pour ces compétences-là. C'est quelque chose que vous êtes capable de refaire. Donc, il faut présenter qui vous êtes et quelles compétences vous avez. Ou l'équipe. Donc, quand vous présentez l'équipe, il faut exposer les gens qui vont faire partie de l'équipe d'entreprise, qui vont faire partie des actionnaires. Donc, on parle de structure de la propriété, qui vont être actionnaires et qui vont être plutôt des services connexes à vous. Donc, mettons, vous dites, mais moi, je vais avoir un comptable, mais votre comptable ne fait pas partie du conseil d'administration, il ne sera pas actionnaire, mais c'est une personne qui va vous donner un coup de main. Donc, il ne fait pas partie de la structure de propriété. La structure de propriété, ce sont les tâches que vous allez faire, la répartition des tâches en tant qu'administrateur de société. Contact d'affaires stratégique, c'est là que je vous dis, le contact d'affaires stratégique, c'est quelqu'un qui est capable de vous soutenir dans vos démarches, qui a les compétences. Session passée, j'avais des étudiants qui me disaient, moi, ma mère, elle est comptable.
Bon, donc c'est un contact d'affaires stratégique. Sa mère, elle est comptable, donc il va pouvoir lui demander des recommandations lorsqu'il y a des incertitudes au niveau de la gestion des contrats ou la gestion de comptabilité, comment il facture, est-ce qu'il doit faire des remises au gouvernement, etc. Donc, contact d'affaires stratégique, ce sont des gens qui tournent autour de votre projet, mais qui vont pouvoir vous donner un coup de main. Donc, quand on parle de contact d'affaires stratégique ou des choses pour vous-même, c'est exposer vos qualités, vos expériences de coordination ou de gestion sans tenir compte de l'époque où vous l'avez fait, comme je disais tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de date de fin pour nos compétences. Il y a des dates par rapport, ça fait longtemps que vous l'avez fait, ce n'est pas un curriculum vitae avec votre date. Ah, j'ai travaillé pour telle entreprise de telle date à telle date. Ce n'est pas ça, là. Donc, ce sont vos compétences que vous exposez. Donc, exposez vos compétences dans la livraison du service ou la conception du produit que vous voulez vendre. Okay? Exposez vos connaissances dans les fonctions d'une entreprise. Donc, les fonctions connexes, vous êtes capable de livrer le service, mais c'est des fonctions connexes qui peuvent être la comptabilité, qui peut être le marketing, qui peut être un autre élément qui est différent de ce que vous allez livrer comme service. Donc, il faut émettre une opinion sur vous-même dans les fonctions marketing, commercialisation et réseaux sociaux, production et livraison du produit et des services, dans la technique de vente, en comptabilité, en tenue de livre. Donc, toujours s'assurer que l'opinion doit être construite de façon positive. Vous avez les compétences, donc il faut que ce soit des éléments inscrits de façon positive. En passant, à l'intérieur de tout votre plan d'affaires, il ne faut pas utiliser les termes négatifs, les ne pas. Donc, il faut toujours construire nos phrases de façon positive. Donc, des fois, ça demande un peu plus de réflexion, surtout dans la section 2, quand on parle de vous. Il faut être capable de mettre en place des phrases à connotation positive. Dans vos limitations, dans les fonctions d'une entreprise, à qui faites-vous confiance quand vous allez avoir un problème? Donc, inscrire les noms des personnes proches de vous et disponibles à vous aider dans la section Contact d'affaires stratégiques. C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, c'est mettre les gens proches de vous qui ont un contact stratégique. Il ne faut pas dire, mais moi, je vais faire affaire avec un notaire, mais je ne sais pas c'est qui. Je vais faire affaire avec un avocat, mais je ne sais pas c'est qui. Ce n'est pas un contact stratégique. C'est quelqu'un que vous connaissez, mettons, personnellement, qui va vous soutenir dans les démarches au-delà d'une facturation. OK? Donc, section 3. OK? Section 3, c'est les secteurs d'activité caractéristiques de l'industrie. On va parler du pestel. Donc, ce n'est pas quelque chose que le COVID, ce n'est pas une maladie. Là. OK? Je n'ai pas marqué pestel 19. Là. Donc, pestel, je vais vous exposer c'est quoi les politiques économiques, le social, le technologique, environnemental et légal. Je vais vous en parler dans quelques minutes. Concurrence, les avantages concurrentiels. Donc, la concurrence, c'est qui vos concurrents et vous exposez vos avantages concurrentiels. Vous arrivez avec une clientèle cible, territoire visé, calcul du marché potentiel. Donc, ce sont tous des éléments qui vont être vus dans la section 3 de votre plan d'affaires. Donc, je vous emmène vers le pestel que je vous disais. Donc, le pestel, c'est le côté politique, économique, le social, le technologique, l'environnemental et le légal. Donc, cet élément-là sont vus de façon générale. Quand je dis de façon générale, c'est pour s'assurer que vous avez tout regardé les éléments entourant l'environnement que vous faites face. Donc, est-ce qu'il y a un élément politique qui a une influence sur votre projet? Donc, il faut l'exposer s'il y a lieu. S'il n'y a pas d'élément politique qui agit sur votre projet, on n'en parle pas. C'est tout. S'il y a un élément légal qui a un impact sur votre projet, là, on va en parler. Donc, c'est toujours en fonction d'en parler s'il y a un impact sur vous. Est-ce que votre entreprise a un élément environnemental sur votre projet? Exemple, moi, je donne des services conseils en financement, planification stratégique et redressement. Est-ce qu'il y a un élément environnemental dans mon projet? Non. Donc, je ne vais pas nécessairement en parler. OK? Mais je pourrais dire
que le groupe Conseil Larouche et Associés a une sensibilisation environnementale pour réduire les documents papier. Donc, toutes les archives du groupe Conseil Larouche sont dans une boîte, qu'on appelle mémoire externe, qui permet de ne pas imprimer tous les documents. Ça pourrait être ça. En fonction du pestel, il faut regarder, est-ce que l'élément social ou légal, c'est une menace ou une opportunité? Donc, si, mettons, il y a l'élément économique qui devient une menace, il faut transférer ça comme une opportunité. Donc, dire ça, c'est une menace, mais je pourrais le transférer comme une opportunité si je joue bien ma carte. Je donne un exemple. Le gouvernement a démarré une norme au niveau des aliments non allergènes. Donc, la cliente que j'avais a décidé avoir 4 éléments non allergènes dans son projet et elle était une des premières entreprises au Canada qui a répondu à cette norme. Donc, lors de la conférence de presse du ministre sur la nouvelle norme au niveau des 4 composantes non allergènes des aliments préparés, elle faisait des gâteaux, des muffins, des choses comme ça, elle était en avant. Donc, voyez-vous, elle a transféré une menace au niveau de la réglementation en opportunité. Donc, c'est ça qu'il faut regarder dans votre pestel, mais on va passer un cours complet sur cet élément-là pour que vous puissiez au moins l'écrire correctement dans votre plan d'affaires. L'autre élément, c'est la concurrence. Donc, quand on étudie la concurrence, il faut utiliser le comportement. Pourquoi je parle de concurrence? Souvent, les gens disent « Ah, mais je vais animer, j'ai 4 concurrents, j'ai 5 concurrents, donc j'ai 4 concurrents, 6 concurrents. » C'est pas ça. Pas ça du tout. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est que j'ai un concurrent X. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est actif sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il est actif dans tel milieu? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il réagit? Est-ce qu'il y a un site web? Est-ce qu'il met à jour son site web de façon régulière? On l'étudie. Donc, ce n'est pas une énumération bête et méchante. Ce sont l'étude des concurrents, l'étude des comportements du concurrent. Un coup qu'on connaît le comportement du concurrent, on peut se démarquer. Des fois, les gens me disent ouais, Daniel, des entreprises qui font du financement, j'en ai plein. Ah oui? Il fait quoi? Ah, c'est dans le financement hypothécaire. Je ne suis même pas là-dedans. Je ne suis même pas dans le financement hypothécaire. Je suis dans le financement pour les entreprises manufacturières de services. Voyez-vous, des fois, les gens ont une perception au niveau de la concurrence. Puis ce n'est pas l'énumération bête et méchante de la concurrence, mais c'est de voir les comportements des concurrents pour réussir à se démarquer. Quand je dis réussir à se démarquer, quand vous avez fini de faire le tour de vos concurrents et de savoir comment ils se comportent, c'est de dire, moi, je vais me comporter différemment, je vais mettre de l'avant un élément différentiel pour être en mesure de démarquer des concurrents. Donc, c'est quoi votre avantage concurrentiel? Je donne un exemple. D'autres entreprises comme moi me disent, mais moi, je fais du financement. Parfait. Est-ce que tu fais du financement via les programmes gouvernementaux? Non. Je fais les banques seulement. Le gouvernement, c'est long, ça prend des mois, etc. Moi, j'écoute ça. Et moi, je suis prêt à dire, OK, au gouvernement, moi, je donne une réponse en dans 30 jours. Tous mes dossiers, c'est 30 jours. Donc, j'ai mis de l'avant un avantage concurrentiel suite à l'analyse des concurrents qui disaient, moi, je ne m'occupe pas des programmes gouvernementaux, c'est trop long. Donc, voyez-vous, je mets de l'avant, après analyse, je mets de l'avant mon avantage que je veux être sur mes concurrents. Section 3, un coup vous avez vos concurrents, vous êtes capable de voir, de viser une clientèle cible. Donc, vous déterminez une clientèle cible en fonction des opportunités qui se présentent devant vous. Donc, clientèle cible, vous pouvez avoir une clientèle cible dès le départ, puis modifier après un an une autre type de clientèle. Mais pour ça, il faut avoir des cibles et des objectifs à atteindre. Donc, clientèle cible, territoire visé, calcul du marché potentiel. Donc, vous avez votre marché principal, comme je vous dis, marché environnant, marché générique et le marché support. Donc, évaluation du potentiel de marché, c'est en fonction des opportunités. Donc, si vous avez du potentiel
aller chercher des contrats sur un territoire visé, vous allez chercher. Donc, j'avais un étudiant il y a quelques années qui dit, mais moi, je suis dans la fibre optique, sur le branchement des fibres optiques pour des nouvelles constructions. Donc, on avait découvert qu'il y avait certaines municipalités qui disaient, nous, on veut avoir la fibre optique, on veut être la haute vitesse. Et il avait décidé, la municipalité, d'investir 1 million, 1,5 million dans le branchement haute vitesse du quartier industriel d'une ville. Donc, c'était quoi sa stratégie? Bien, c'est d'approcher cette ville-là en disant, moi, je suis spécialisé dans le branchement, dans le poteau, dans le fond, le poteau jusque dans les bâtiments, au branchement haute vitesse. Donc, voyez-vous, le territoire visé va peut-être être changé en fonction des opportunités que vous allez trouver. Mais pour ça, il faut faire le PESTEL, pour voir l'économie, le technologique, l'environnement et légal, et de voir, y a-t-il une opportunité pour arriver avec une ville précise, un territoire précis, où vous allez être capable de développer votre entreprise. Donc, calcul du marché potentiel, c'est de dire, mais moi, je vais peut-être atteindre 5 6 de ce marché-là, et vous êtes capable de déterminer le marché potentiel avec des calculs que je vais vous montrer au fur et à mesure dans le cours. Section 4, c'est la stratégie marketing. Donc, stratégie marketing, c'est vraiment le positionnement sur les réseaux sociaux et votre positionnement sur le web. Donc, positionnement sur le web, est-ce que vous allez avoir plutôt une carte d'affaires très simple, donc une page qui défile rapidement, ou vous allez avoir une page avec plusieurs onglets, avec plusieurs sous-sections. Là, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, votre positionnement sur le web, c'est quoi? Donc, c'est ça que vous devez exposer dans la section 4. C'est de dire, mais moi, je vais avoir un site web qui va avoir 15 pages, 20 pages, contrairement à, je vais avoir une page seulement au début, puis d'après un an, je vais peut-être avoir plusieurs pages. Les réseaux sociaux, c'est savoir lesquels vous allez mettre de l'avant, lesquels vous allez être en mesure d'utiliser. Et il faut inscrire également la fréquence que vous allez être sur les réseaux sociaux. Donc, des fois, les entreprises qui sont spécialisées dans la communication sur les réseaux sociaux me disent, moi, au moins aux 2 jours, aux 3 jours, je communique quelque chose. Mais sa spécialité, c'est les réseaux sociaux. Donc, elle doit être très active là-dessus. Contrairement à moi, bien, dans Facebook, je ne suis pas tellement actif parce que je n'ai pas de clients. Donc, je n'ai pas de clients dans ce réseau-là. Donc, je ne suis pas trop actif, mais je suis là pareil, mais pas trop actif. Donc, voyez-vous, positionnement web, réseaux sociaux, il faut l'exposer. Est-ce que vous allez être actif à tous les jours, à tous les 2 jours, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine? Donc, et comment? Quel type de message allez transmettre? Donc, élaboration des outils de commercialisation, mais il faut élaborer tous les outils que vous allez utiliser. Donc, un outil de commercialisation, c'est MailChimp, CyberImpact. Ce sont des logiciels qui gèrent les courriels d'envoi de messages publicitaires. Donc, est-ce que vous allez l'utiliser? Oui ou non? Est-ce que vous allez plutôt utiliser Instagram avec des vidéos? Donc, c'est à vous à élaborer vos outils pour dire ce que vous allez mettre là-dedans. Vous savez, cette section-là, il y a quelques années, c'était très court. Les gens, des fois, écrivaient ça en 2 pages, puis c'était très, très court. Les banques n'acceptent plus ça. Donc, ça m'est arrivé les dernières années où cette section 4, la banque, la BDC également, m'ont dit, il faut élaborer, parce que moi, je veux savoir comment tu vas réussir à vendre en ligne. Puis à date, ce que tu m'as écrit, ce n'est pas suffisant. Ça ne me prouve pas que tu vas bien vendre en ligne. Donc, il faut être capable dans cette section-là de convaincre notre lecteur qu'on va être en mesure d'être actif puis que ça va fonctionner. Donc, oui pour le lecteur, mais pour vous, vous pouvez vous faire dans la section 4 un calendrier d'activités, de publicité, d'étapes de commercialisation. Vous avez à telle date, je vais avoir mes cartes d'affaires. De telle date à telle date, je vais développer mes bannières. Donc, il faut être capable d'élaborer vos outils. Est-ce que vous avez besoin d'une bannière comme ceux qui sont en arrière ici, ou vous dites, moi, je n'utiliserai pas de bannière? Donc, c'est ça qu'il faut exposer dans la section 4. Donc, c'est une section qui n'est pas difficile, parce que vous l'avez probablement déjà dans la tête que vous allez faire une carte d'affaires, vous allez avoir un dépliant.
Tu sais, les dépliants, moi, j'en ai fait livrer plusieurs il y a peut-être 1 an et demi quand j'ai exposé au Palais des Congrès. Mais à partir du mois de février, on est tous restés à la maison. Fait que mes dépliants sont dans un tiroir. OK? Donc, est-ce que vous allez avoir besoin d'un dépliant ou pas? Qui vous allez rencontrer? Est-ce que c'est un client individuel ou une société? Donc, quand je dis une société, il y avait une étudiante il y a quelques années qui dit, moi, je vais rencontrer les directeurs de résidences de personnes âgées. Donc, si on rencontre les directeurs des résidences de personnes âgées, la fille, elle avait un document, une pochette avec des services qu'elle offrait. Donc, c'est très élaboré. Vous allez le voir dans les prochains cours. Je vais vous les montrer. Vous allez voir, c'est quelque chose d'assez élaboré. Mais c'est parce que ce n'était pas un client. C'était une organisation avec 250, 300 personnes dans l'organisation. Donc, l'élaboration des outils de commercialisation vont différer d'une entreprise à l'autre. Un élément un peu plus complexe dans section 4, c'est la politique de prix. Donc, politique de prix, ça va être la première section. Je vais vous donner un bon 3 heures de cours sur la politique de prix. C'est quelle est la stratégie de prix, parce qu'il y a le prix de revient qui va être annexé à ça. Donc, comment on élabore notre politique de prix? Oui, on a fait une analyse de marché dans section 3. On sait à peu près les concurrents vendent à peu près à quel prix. On sait à peu près quel prix qu'on va vendre. Est-ce que vous, votre politique de prix, ça va être dans le moyen gamme, le bas de gamme ou le haut de gamme? Bien, c'est ça qu'il faut exposer dans section 4. Si vous êtes dans le haut de gamme, ne dites pas que votre stratégie, ben, moi, je vous offrir ça pas cher. Non, vous êtes dans une politique de haut de gamme, vous restez dans haut de gamme avec une politique plutôt de gestion de la qualité qu'une gestion de dire, mais ça ne sera pas trop cher pour vous. Si vous êtes dans le haut de gamme, vous allez vous battre sur d'autres critères que le prix. Stratégie de distribution, ça veut dire où vous allez être actif pour distribuer vos services. Stratégie de distribution, quel outil vous allez utiliser. Est-ce que vous allez avoir PayPal? Donc, il faut l'exposer. Donc, stratégie de distribution, vous allez avoir les comptes PayPal, le compte Internet en ligne. Il faut l'exposer. Qu'est-ce que vous allez utiliser? Puis, combien ça coûte? C'est important. Tout ça, pour la fin de la section 4, vous devriez avoir un plan d'action commerciale avec un budget sur 2 ans. Donc, juste les dépenses de commercialisation sont exposées dans un tableau de dépenses, mais détaillé. Et c'est ça que les institutions financières veulent voir, parce que souvent, ils financent ces activités-là, mais ils veulent savoir si vous êtes prêt, si l'ensemble des caractéristiques de commercialisation sont bien organisées. Il ne vous donnera pas un 10 000 de fonds de roulement comme ça si vous ne l'expliquez pas que vous allez utiliser un infographe pour faire le web ou un infographe pour faire votre site web, plus votre site web qui coûte 7 000. Voyez-vous, c'est ça qu'il faut exposer dans votre plan d'action commerciale, c'est-à-dire des dates et des dépenses reliées à vos activités. Donc, ce tableau-là est très développé. Moi, je vous le dis, quand je fais un plan d'action commerciale à l'international, parce que des fois, j'en fais à l'international, je vous le dis, les budgets sont très hauts. Des fois, c'est 100 000, 200 000, 300 000 de dépenses. Mettons, quelqu'un qui va en Europe ou qui va aux États-Unis. Bien, le plan d'action commerciale, c'est quelque chose d'assez dispendieux. OK? Donc, quand j'en fais un, ce n'est pas donné. Donc, dites-vous que ça, à petite échelle, vu que vous démarrez, à petite échelle, c'est quelque chose qui est nécessaire. Quand on parle de créer un site web, donc il faut exposer votre site web que vous allez développer, les outils de commercialisation, comme je vous en parlais. Donc, élaborer chacun des réseaux. Donc, il ne faut pas élaborer, dire je vais être actif sur les réseaux sociaux. Non, c'est quoi vous allez faire sur Snapchat, qu'est-ce que vous allez faire sur Instagram, qu'est-ce que vous allez faire sur Facebook, qu'est-ce que vous allez faire sur YouTube. Donc, YouTube aussi, qui est un réseau social très populaire. Donc, c'est d'exposer vos éléments stratégiques que vous allez faire à chacun des réseaux. Donc, il faut expliquer l'image et les messages. Quelle image vous allez utiliser et quel message vous allez utiliser. La fréquence des messages, je viens de le dire. Explication des outils de promotion que vous allez utiliser. Exemple, Mailchimp, CyberImpact. Et les brochures, les cartes d'affaires et les bannières que vous allez utiliser. OK? Politique de prix, fixez vos prix de vente.
Donc, il y a 5 éléments à regarder dans la stratégie de prix. C'est déterminer votre stratégie marketing, étudier le prix que vos clients potentiels sont prêts à payer. 3, relever les prix pratiqués par vos concurrents. Donc, c'est important de voir les prix des concurrents pour voir quel est le prix moyen qui est facturé dans mon industrie. 4, estimer le coût de revient. Puis 5, calculer le prix optimal. Stratégie de distribution, c'est les outils de distribution que vous allez utiliser pour aboutir avec un plan d'action commercial. Donc, un budget sur 2 ans sur vos démarches de commercialisation. Donc, vous allez avoir un tableau sur 2 ans. Là, je vous expose rapidement le genre de tableau que vous allez avoir dans votre modèle de plan d'affaires. Donc, c'est un tableau, voyez-vous là, comment il est fait. À gauche, vous exposez les moyens de commercialisation. Vous avez un tableau avant ouverture. Donc, vous avez trois colonnes. Ces 3 colonnes-là peuvent être 6 mois, là. Ça peut être 1 an. Donc, c'est tout ce que vos dépenses allaient faire avant l'ouverture. Et à partir du mois 1, le mois 1, c'est le premier mois de vos ventes. Donc, si ça prend 6 mois, 7 mois, 8 mois à faire des activités, à faire des dépenses de commercialisation, ça va être à gauche du tableau. Et à droite, ça va être au moment que vous allez avoir des ventes. Donc, vous allez avoir 12 mois. Voyez-vous, là, il y a 12 colonnes, 12 mois. À partir du mois 1, c'est, mettons, vous allez marquer octobre. Et là, vous allez commencer à vendre en octobre jusqu'en octobre. Donc, vos prévisions financières que vous allez faire par la suite, vous allez transférer les montants que vous avez écrits là dans un fichier Excel. C'est marqué un petit peu plus bas ici. Vous allez voir ici, transcrire les montants de la ligne 4 à la ligne 80 du fichier Excel. Pardon. Ici, transcrire les montants à la ligne 85 du fichier Excel. Donc, c'est les fichiers Excel qui vont exposer l'ensemble, mais quand quelqu'un veut voir plus les détails, il va aller se référer à la section 4. Donc, vous avez les éléments avant ouverture, vous avez les éléments la première année d'opération. Et vous faites la même chose pour l'année 2. Structure du plan, section 5, stratégie d'exploitation. Okay? Comment vous allez opérer? Pardon. Donc, stratégie d'exploitation, processus de production et des prestations de services, les capacités de production, les ressources humaines, les tâches et les responsabilités, les ressources physiques et technologiques et la liste des fournisseurs. Donc, processus de production et services, OK? C'est les étapes du processus de fabrication, mettons, de l'éthanol. Donc, des fois, les gens exposent un logigramme, c'est ce qu'on appelle ce que vous voyez devant vos yeux. C'est un logigramme qui expose le processus de production pour livrer le service. C'est important. Mettons, je donne un exemple. Moi, je fais des offres de service. OK? Avant, pour les clients plus signés. Donc, je sais, moi, que ça me prend au moins 4 à 5 heures de travail avant de facturer 1 heure de travail. Donc, exemple, je prends 1h30 de rencontre avec le client. Je reviens à la maison, je prends 1h30, 2 heures à faire une offre de service. Je l'envoie au client pour signature. Je fais un retour, un suivi peut-être pendant 45 minutes avec un client pour exposer mon offre de service. Et je fais signer un accord de confidentialité, etc. Donc, mon processus, avant de facturer la première heure, ça me prend 4 à 6 heures. Donc, c'est ça qu'on vous devez exposer parce que dans mon travail à faire, il faut que ces heures-là, on va le voir dans la section 5, des heures qu'on appelle non facturables, il faut qu'ils soient facturés. Donc, je répète, ces heures qui sont non facturables aux yeux du client, il faut qu'ils soient facturés. Donc, ce que ça amène, c'est que mon taux horaire est plus haut. Des fois, les gens disent « Ah, mais le consultant coûte cher. » Oui, parce qu'il y a beaucoup de temps non facturable. La prospection de clients, le développement de site web,
la relance de clients, les suivis clients, les cyber-impacts. C'est tout le travail que vous faites à 50 heures par semaine. Il faut vivre avec ça. Donc, quand vous facturez aux clients, il faut être capable de générer des revenus. Donc, c'est pour ça que c'est important d'élaborer ça pour savoir combien de temps que vous mettez quand le travail non factural pour réussir à savoir votre taux horaire devrait être combien. Donc, on va en parler dans la section 5. Capacité de production, toujours en fonction de ce que vous voulez livrer comme service. Ressources humaines. Donc, ressources humaines, c'est les tâches et responsabilités. Donc, ressources humaines, ça devient de plus en plus important aujourd'hui au temps du COVID et les gens travaillent de plus en plus à la maison. Donc, vu que vous travaillez de plus en plus à la maison, il faut être capable de faire un suivi. Comment vous allez faire votre suivi à votre employé qui travaille de la maison? Donc, il faut être capable d'avoir des tâches, des responsabilités et des mandats pour être capable de dire, moi, je voudrais que tu me donnes ça pour jeudi. Est-ce que tu es prêt pour me donner ça pour jeudi? Parfait, merci. Donc, vous leur donnez des mandats avec des livrables à telle date. Donc, vous avez des tâches et responsabilités, mais il faut avoir des livrables pour être capable de gérer tes ressources humaines quand ils ne sont pas devant toi. Ils sont à la maison. Donc, il faut gérer les livrables différentes au niveau de la gestion des ressources humaines. Donc, ressources physiques et technologiques, c'est la liste des matériels que vous allez utiliser. Donc, liste de matériels avec leur coût, combien ça coûte. Est-ce que vous allez utiliser une caméra? Est-ce que vous allez utiliser un ordinateur? Est-ce que vous allez utiliser un deuxième ordinateur? Est-ce que vous allez utiliser un troisième ordinateur? Est-ce que vous allez utiliser un micro ou pas de micro, etc.? Ça, c'est des besoins pour les entreprises de services. Vous êtes une entreprise manufacturière, donc ça vous prend des machines. Quelle machine vous allez utiliser? Combien ça vous coûte? Donc, vous êtes dans le domaine de la restauration, vous allez utiliser peut-être du matériel usagé. Bien, moi, je vais vous donner des adresses d'endroits où vous pourrez avoir le matériel usagé pour la restauration. Donc, c'est quoi les ressources physiques et technologiques et combien ça vous coûte? Les fournisseurs, c'est les fournisseurs, si mettons vous avez un produit, donc les matières premières, c'est qui va vous fournir au niveau des matières premières? Donc, les fournisseurs, plan d'aménagement par la suite. Donc, quand on arrive au plan d'aménagement, voyez-vous, j'ai fait un petit croquis. Il y a des logiciels qui vous donnent des plans d'aménagement gratuits sur le web. Donc, pour le moment, je ne l'ai pas dans la tête, les sites web gratuits qui vous font des plans d'aménagement, mais ça serait bien de regarder ce que vous pouvez faire au niveau du plan d'aménagement. Dans la section 5, on parle de couverture d'assurance. Donc, évidemment, si vous avez des employés qui doivent rentrer chez vous, il faut avertir votre assureur. Et la couverture d'assurance doit couvrir les éléments de déplacement dans votre véhicule ou de réception de clients dans votre maison ou dans votre usine ou dans votre espace de travail. Calendrier de démarrage. Dans section 5, souvent, on demande un calendrier de démarrage. C'est un peu comme un MS Project, d'être capable de savoir à quel moment vous avez besoin de faire telle chose pour avoir vos livrables. Donc, vous avez un calendrier de démarrage. Section 6. Donc, section 6, vous avez les états financiers prévisionnels et le budget de caisse. Donc, c'est 2 ans minimum. Si vous me dites, moi, il faut que je fasse une demande d'aide financière au centre d'aide aux entreprises ou à la banque, souvent, on va vous demander 3 ans. J'ai un logiciel disponible pour vous faire 3 ans. Donc, je ne demande pas ça à tous les étudiants parce que c'est quand même pas facile de faire des prévisions financières sur Excel. Donc, j'ai déjà des logiciels de montée, donc je demande au moins un minimum de 2 ans. Donc, je vous montre un petit exemple d'un logiciel, d'un travail qu'un étudiant fait. C'est un fichier Excel. J'ai déjà toutes les formules sont déjà intégrées, les titres sont déjà intégrés, donc très facile à travailler avec le budget de caisse que je vais vous livrer. Ce qui est important d'exposer, c'est le coût et financement de projet. Donc, vous allez avoir le coût et financement de projet. C'est ce que la banque regarde pour voir est-ce que moi, je finance ça à hauteur de combien? Donc, on va le voir, la règle du 1 tiers. Est-ce que je finance à 30 40 50 le projet? Les banques, les institutions financières veulent savoir ça. À quelle hauteur ils participent au projet?
Vous allez avoir l'état des résultats prévisionnels et le bilan prévisionnel. Donc, vous allez avoir le bilan avec le bilan d'ouverture, bilan année 1, bilan année 2. Tous ces deux documents-là se font tout seuls. Vous avez juste à faire les prévisions budgétaires d'avant et ces tableaux-là se complètent par eux-mêmes. Donc, on va le voir dans le cours. Je vais vous accompagner là-dedans. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Moi, je suis dans le financement, donc ce n'est pas une section qui est pour moi compliquée. Bien, je vais vous appuyer là-dedans pour pas que ça soit compliqué pour vous non plus. Dernier élément, donc, c'est les annexes. Donc, les annexes, vous allez avoir votre curriculum vitae. Donc, comme je vous disais dans la section 2, n'oubliez pas, ce n'est pas un curriculum vitae, c'est exposer vos forces puis vos capacités de gestion, sans date. Donc, ça vous prend un curriculum vitae dans l'annexe. Donc, qu'est-ce que vous avez fait et les dates appropriées. Annexe 2, votre bilan personnel. Donc, vous allez avoir un tableau avec votre bilan personnel à exposer si vous faites une demande à la banque, évidemment. Troisième élément que moi, j'ajoute toujours dans mes dossiers, c'est votre dossier de crédit qui fait sous TransUnion. L'avantage d'exposer ça, c'est quand vous allez à la banque, il va voir votre code qui est à... Excusez, j'ai pesé trop rapidement. Si vous allez aller à la banque et vous apercevez que votre dossier de crédit est en dessous de ce qu'ils acceptent, ils vont vous dire « je ne pourrai pas t'accepter, je ne ferai pas de demande ». Donc, il va pouvoir voir rapidement dans un coup d'œil s'il peut vous aider ou pas. Si vous ne le mettez pas dans votre dossier, puis qu'il regarde votre dossier, puis ça y tente, puis qu'il dit « OK, moi, je vais faire une demande Equifax TransUnion », ça vous enlève des points. Ça vous enlève entre 2 à 3 points pour chaque demande d'une institution financière. Donc, si vous le faites vous-même, ça ne vous coûte rien en termes de points. Alors, laissez-leur votre code de crédit, votre dossier de crédit. Le plan d'affaires, c'est un document confidentiel. N'oubliez pas que le dossier de crédit, c'est confidentiel également, mais ça permet d'accélérer les choses. Annexe 4, si vous êtes plus d'un actionnaire, ça va prendre la convention d'actionnaire. Tout le monde le demande d'avoir une convention d'actionnaire, parce que si vous êtes deux, ça va vous prendre 2 curriculum vitae, 2 bilans personnels et de voir comment vous vous êtes entendu en tant qu'actionnaire. OK? Il n'y a rien de pire que financer un projet, puis de s'apercevoir après qu'il n'y a même pas de convention d'actionnaire, puis vous n'êtes pas bien organisé, ça vous fait dire non par la banque. Liste de clients potentiels si vous en avez. Donc, vous listez les clients potentiels si vous en avez. Si vous faites un sondage, ça c'est dans la section 4, bien, dans l'annexe 6, vous exposez le sondage au complet. Donc, sondage, lettre d'intention et de référence. Vous êtes capable de simplifier votre plan d'affaires qui peut être à 20 pages, 15 pages, 20 pages, 25 pages, 30 pages. Là, il faut que vous pensiez à arrêter. Parce que quand vous êtes rendu à ce nombre-là, vous êtes dans le domaine d'entreprise manufacturière qui commence à construire un édifice ou une bâtisse. Donc, quand on construit un édifice, c'est plus complexe. Quand on est entreprise manufacturière, c'est un peu plus complexe. Donc, c'est normal que le plan d'affaires soit plus long. Donc, il faut raccourcir votre plan d'affaires avec des mots, avec des éléments straight to the point, des éléments très, très focusés. Et tout ce qui est long, tout ce qui est l'élaboration des lettres d'intention, les sondages, vous mettez ça en annexe. Après ça, des articles pertinents. Donc, c'est possible qu'il y ait des articles pertinents dans votre domaine d'activité qui sont élaborés dans votre plan marketing, dans l'analyse de marché. Dans l'analyse de marché, vous allez simplifier selon l'article, tel article. Dans ce secteur-là, où la ville de Saint-Jean voulait avoir un centre-ville comme ça. Et vous mettez l'article au complet dans l'annexe. Mais vous faites la citation importante ou la phrase importante dans la section 3. Mais ne mettez pas tout l'article dans votre plan d'affaires. Vous allez mettre seulement la phrase clé et en annexe, vous allez mettre l'article au complet. Si vous êtes dans une annexe, ça c'est autre chose. Et 8, autres éléments pertinents. Voyez-vous, dans l'annexe, on met beaucoup de choses dans l'annexe pour que votre plan d'affaires soit plus court, plus succinct et plus facile à lire. Donc, il y a des exemples de bons outils. Je vais en passer dans les prochains cours. Je vais vous montrer des modèles de plans d'affaires des anciens étudiants qui ont décidé de le laisser comme exemple. Mais vous en avez que je vais vous laisser.
c'est des outils qui sont offerts par des organismes de développement économique. Là, vous avez le développement économique de Manicouagan. Vous avez aussi des exemples de guides de rédaction dans le domaine agricole. Donc, le domaine agricole, c'est un peu plus complexe. Le plan d'affaires peut être un peu plus élaboré parce qu'il faut parler, est-ce que vous allez avoir des OGM ou des choses comme ça au niveau agricole. Il y a des composantes un peu particulières qui fait que votre plan va être différent d'une personne à l'autre. Donc, c'est ça qui fait une différence entre un plan d'affaires et un autre. Ça couvre la première présentation. Donc, ce qu'on va faire, mardi le 8 à 18 h, on se met en ligne et ce que je veux, c'est répondre à vos questions pour une demi-heure. Et vu que c'est la première, c'est une première, je veux m'assurer que tout le monde, on est branché, tout le monde, on est capable d'avancer et je vais vous donner les coordonnées pour répéter les coordonnées pour notre rencontre en présentiel mercredi. Donc, je vous souhaite bon succès. C'est la première. Pour moi, c'est aussi une première en ligne. Alors, moi aussi, je suis un petit peu fébrile. J'ai bien hâte de vous voir physiquement. Je suis une personne, j'aime beaucoup voir les gens. Donc, j'ai bien hâte de vous voir demain. Ça va me faire du bien. Ça va nous faire du bien. Et puis, n'oubliez pas de porter votre masque. Et je vais porter mon masque, je pourrais vous parler comme ça, mais en avant, je ne suis pas obligé de porter votre masque, mais je vais être obligé de ne pas bouger. Je suis une personne qui est assez gestuelle, vous allez le voir, et je ne pourrais pas me promener dans les rangées comme je fais d'habitude. Je vais faire que je reste tranquille en avant à vous exposer le cours pour demain. Alors, sur ça, merci et puis bon courage dans votre projet et bon succès.